Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Bonsoir et bienvenue à l'émission Bienvenue à bord. L'émission Bienvenue à bord, c'est une émission qui vous donne les informations des transports en République démocratique du Congo et pourquoi pas à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler des transports fluviaux en République démocratique du Congo. Quelle formation faut-il avoir pour être une personne navigant? Dans cette émission aujourd'hui, nous allons recevoir un invité mieux placé dans les domaines de navigation fluviale. Mais avant de les recevoir, nous allons suivre d'abord la rétrospective du ministre des Transports, voies des communications et désenclavement. On se retrouve après. Les patrons des transports en République démocratique du Congo a éclairé la lanterne des sénateurs sur la problématique des transports aériens en République démocratique du Congo. Pour un travail efficace, une commission a été mise en place pour y travailler afin qu'elle présente les rapports détaillés lors de la prochaine plénière. La problématique du désenclavement de la province de Sankuru en particulier et de la RDC en général a constitué l'essentiel des échanges entre les ministres des Transports, voies des communications, Cherubin Okendi, Senga et les sénateurs Léonard Chiokitundu, l'élu de cette province. Ensuite, le ministre des Transports, Cherubin Okendi, s'est entretenu avec les responsables du projet eau de l'Agence de développement belge XCTB qui a sollicité l'implication de l'appui de l'autorité nationale du transport pour débloquer une station en faveur d'un projet qu'il pilote pour la province de Maniema. Face à les responsabilités de la régie des voies aériennes, le ministre des Transports Cherubin Okendi préserve l'image de la République démocratique du Congo pour l'encheminement de matériel bloqué au port de Matadi le jeudi 24 juin. Lors d'une séance de travail tenue dans son cabinet. Notons que ces équipements octroyés en République démocratique du Congo servent à la communication entre les centres d'intérêt aéronautique Bangui et Guadeloupe. De retour sur ces plateaux, nous allons recevoir le directeur général de l'école de navigation. Il est avec nous ici. Bonjour, monsieur Constantin. Bonjour, madame Patricia. Comment vous allez? Bon, je vais très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité dans votre émission Bienvenue à bord. Voilà, monsieur Constantin, vous êtes le directeur général. Vous êtes à la tête de cette école il y a d'ici là 6 ans. Est-ce que pouvez-vous nous parler, c'est quoi cette école? Merci beaucoup, madame Patricia. Cette école, au départ, elle s'appelait CRFMI, c'était un centre. C'était le centre régional de formation en navigation intérieure qui a été créé par les États membres de la SICOS. La SICOS, c'est la Commission internationale du bassin Congo-Bangi-Sanga. Ce centre, à l'époque, c'était centre, comme je venais de le dire, a été créé en 2007. Ouais, 2007. Donc il a été créé en 2007 et de 2007, nous sommes aujourd'hui en 2021. Ça fait déjà un grand chemin du centre. Donc le centre, effectivement, avait un objectif clair, c'était la formation des navigants, donc la formation du personnel navigant, personnel de qualité, n'est-ce pas? Donc créé en 2007, ce centre a ouvert ses portes
à partir de 2009. C'était créé en 2007, mais ouverte officiellement en 2009. Effectivement, pourquoi ce retard? Effectivement, officiellement en 2009, parce qu'il a fallu vraiment préparer ce centre avant de pouvoir commencer les cours. Le centre, il est créé dans ce beau bâtiment, dans cet environnement, ce beau environnement qui n'est autre que l'ancienne école de navigation de l'ONATRA. Okay. Donc, avant d'ouvrir, il a fallu d'abord réhabiliter ce bâtiment, parce que l'école de l'ONATRA date depuis 1957. Okay. Qui était un peu abandonné à l'époque. Donc il avait fallu réhabiliter les bâtiments, trouver les moyens qu'il fallait, pouvoir mettre en musique donc les cours, commencer la formation. Et c'est à partir de 2009 que l'école ouvre officiellement ses portes. De 2009 en 2013, l'école avait un premier objectif, c'était d'abord de pouvoir donner des formations continues au personnel navigant de l'époque, parce qu'il avait eu un diagnostic qui avait été réalisé par la Commission internationale du bassin Congo-Bangui-Sanga avec l'aide de la GIZ, qui est la coopération allemande. Ce diagnostic, donc une étude de diagnostic qui avait été réalisée à l'époque, qui avait montré un nombre élevé du personnel navigant formé sur l'OTA, ainsi que du personnel administratif et technique, tous formés sur l'OTA. Et en plus, ce diagnostic avait démontré qu'il y avait un nombre élevé aussi du personnel vieillissant. Donc il fallait en premier former tout ce personnel formé sur l'OTA avant de pouvoir commencer à former des jeunes. Okay. Ce qui fait qu'entre 2009, début, et 2013, il y a eu des formations de recyclage. Donc il a fallu recycler tout ce personnel formé sur l'OTA. Et à partir de 2013, nous avons commencé les formations proprement dites, formations diplômantes, qui sont les formations initiales des jeunes à partir de 2013. Donc de 2013 jusqu'en 2016, nous avons formé. Et puis à partir de 2016, nous avons eu une première évaluation. Parce qu'il ne fallait pas continuer comme ça. Il fallait voir si nous étions sur le bon chemin tracé par les États. Donc à partir de 2016, il y a eu une évaluation et qui avait confirmé la nécessité de continuer les formations, et les formations initiales ainsi que les formations continues. Okay. Donc, et les États, à partir de 2016, nous ont demandé de continuer et de pouvoir trouver les mécanismes de développement pérenne de ce centre. Donc il fallait réfléchir sur des mécanismes qui pouvaient faire en sorte que l'école, donc le centre, je parle encore en termes de centre, le centre continue, mais se développe et de façon pérenne. Et la Commission internationale du bassin, qui est gérée par son secrétariat général de la SICOS, a réfléchi effectivement sur une nouvelle stratégie, ce qui nous a amené jusqu'en 2018. Cette nouvelle stratégie de développement pérenne de l'école a été présentée aux États membres de la SICOS, qui avait été adoptée à partir de 2018. Et donc pendant cette adoption,
les États ont compris que vraiment la nécessité était grandissante. Et il fallait transformer ce centre de formation en une école pour lui donner du pouvoir. Et à partir de 2018, le centre de formation a été transformé en école régionale de formation au métier de la navigation intérieure ERFMNI. Donc voilà, depuis 2018, l'école, donc le centre est devenu école régionale. Maintenant, pour ceux qui veulent être admis ici ou bien prétendre chercher l'inscription à votre institution, faut-il avoir un diplôme d'État? Faut-il avoir un diplôme équivalent comme vous, les baccalauréats? Ou bien faut-il être, tu viens de la maison et tu viens chercher l'inscription? Comment les inscriptions se passent? Ok, en réalité, l'école forme à deux niveaux. Okay. Nous avons le niveau supérieur et le niveau infra. Donc, infra, quand je dis infra, c'est le niveau infra supérieur. Okay. Donc, le niveau supérieur, c'est le niveau universitaire. Parce que l'école, effectivement, au niveau universitaire, il y a des critères d'entrée. Pour pouvoir prétendre aux formations supérieures, il faut effectivement avoir un diplôme d'État ou bien un baccalauréat. Ça, c'est pour le niveau supérieur. Et le niveau supérieur, nous formons, pour le moment, au niveau supérieur, nous formons des capitaines et des mécaniciens navals. Pour le niveau supérieur. Maintenant, nous avons le niveau infra, qui est la formation des matelots, des mousses, des barreurs, etc. Les matelots, dans notre domaine de la navigation, c'est un peu les subalternes de la marine. C'est les subalternes. Parce que vous avez les officiers qui sont au niveau supérieur, et puis les subalternes qui sont les matelots, les mousses, etc. Donc notre école forme à deux niveaux. Okay. Donc niveau infra et niveau supérieur. Et le niveau supérieur est la formation, le programme de formation va jusqu'à 5 ans. Okay. 3 ans académiques, parce que l'étudiant qui vient ici, donc avec son bac ou son diplôme d'État, après avoir reçu le concours, parce que l'entrée ici est par concours, okay. Après avoir reçu au concours, il va rester ici pendant 3 ans pour pouvoir suivre des cours théoriques. Okay. Pendant 3 ans, cours théoriques. Et après les 3 ans, il va compléter sa formation professionnelle, parce que nous sommes une école de formation professionnelle, oui. Supérieure de formation professionnelle. Il va compléter sa formation donc à bord des bateaux. Okay. Et la formation à bord, la formation professionnelle à bord, elle dure 24 mois. Donc 2 ans. Donc ce qui complète 5 ans total de formation. Et je pourrais compléter que pour les deux formations, il y a 2 types de diplômes qui sont délivrés. Okay. Parce qu'au niveau professionnel, on délivrera le brevet. Le brevet qui lui permettra de pouvoir travailler à bord des bateaux. C'est le brevet. Et puis, puisqu'il fait 3 ans, donc il a droit à un graduat, un diplôme de graduat. Donc à une équivalence de diplôme de graduat pour les 3 ans académiques. Voilà un peu, ça c'est pour les formations supra, donc les formations supérieures. Maintenant, pour les formations infra, matelot, ici, l'élève ou bien le prétendant au matelot, il rentre ici sans concours. Donc, il suffit d'avoir un niveau 4e collège. Okay. Ou bien pour le système français, il faut avoir un brevet d'études.
Le brevet d'études primaires. Le brevet d'études secondaires. Parce que dans le système français, nous avons donc avant l'entrée, bon ça je vais expliquer par rapport au système français, franco-français, nous avons l'élève arrive à la classe de troisième collège. Et puis, avant de continuer, il passe le brevet. C'est un diplôme qui lui permet de pouvoir normalement continuer en seconde, première et terminale. Ça, c'est au niveau franco-français. Donc, il lui faut le brevet pour rentrer ici. Mais dans le cas de Congolais de la RDC, avec le niveau 4e collège, donc le matelot, l'élève, le prétendant au matelot peut rentrer pour pouvoir rester ici 2 ans. La formation de matelot dure 2 ans. Et la particularité de la formation de matelot est que cette formation est en alternance. C'est-à-dire, il fait 6 mois académiques et 6 mois à bord. Et il revient l'année suivante, il termine les 6 mois académiques et puis il répart 6 mois à bord. Après cela, il a son certificat de matelot. Voilà un peu les formations qui sont ouvertes pour le moment à l'école. Mais pour les perspectives, nous sommes une école au métier. D'où notre nom, notre sigle RFMNI, c'est l'école régionale de formation au métier de la navigation intérieure. Donc quand on dit métier, nous devrons former dans tous les métiers liés normalement à la navigation par voie de l'intérieur. Donc ça, ce sont des formations que nous sommes en train de réfléchir pour pouvoir mettre en place en fonction effectivement de la demande. Parce que nous devrons former en fonction de la demande des partenaires, des armateurs, des États aussi. Donc par rapport à cela, nous allons crescendo par rapport à cela. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Voilà, directeur, cette école est à vocation régionale, mais ce n'est pas connu en République démocratique du Congo. Beaucoup de Quinois, si on peut faire un micro-baladère, beaucoup de Quinois ne connaissent même pas cette école de navigation. Alors, que pouvons-nous dire de cette école? L'école est constituée de la majorité des expatriés ou bien des Congolais seulement? Parce qu'en principe, c'est en RDC. Il fallait qu'on puisse avoir beaucoup de Congolais, surtout à Kinshasa. Mais beaucoup de Congolais sont ignorants. Est-ce que pensez à faire des démarches pour que l'école soit aussi connue? Ok, merci. La question est très intéressante. Merci d'abord, parce que je vous remercie, parce que c'est en communiquant qu'on peut être reçu et compris par beaucoup de Congolais, et c'est grâce à vous les médias. Effectivement, la logique veut que l'école étant en RDC, qu'on ait un grand nombre normalement des Congolais RDC ici dans cette école. Et il fut le cas, nous avons déjà eu beaucoup de Congolais puisque nous sommes à notre 5e promotion qui va sortir cette année. La 5e promotion, nous avons déjà sorti 4 promotions. Des 4 promotions, nous avons près de 100 et quelques Congolais RDC qui ont été formés. 4 seulement? 100, oui, 4 promotions. Comme nous avons commencé aujourd'hui en 2013, des formations supérieures. Donc nous sommes déjà à 4 promotions et notre 5e promotion va sortir cette année. Donc des 4 promotions passées, nous avons eu beaucoup de Congolais de la RDC. Et le grand nombre, c'est le Congolais de la RDC. L'engouement, donc la baisse d'engouement des Congolais d'ici a commencé, je crois, en partir de 2018, quand nous avons ouvert l'école au concours. Parce qu'avant 2018, l'accès n'était pas fait par concours. C'était l'inscription directe. Voilà. Ce qui fait que depuis que nous avons commencé en 2018 avec le concours, il y a un peu une baisse d'engouement. Ça, c'est peut-être une première raison, mais nous avons toujours en première année, parce que la première année, c'est l'année où nous avons un grand nombre d'étudiants qui arrivent, et nous essayons de pouvoir
par rapport à notre capacité d'accueil, de pouvoir avoir quand même un peu dans chaque État. Nous avons, première année, au moins 150, donc une capacité de 150 étudiants. Bon, à partir de ce moment-là, il y a une baisse d'engouement. Cela est dit à quoi vous avez parlé je crois, de... Premièrement, peut-être par rapport au concours, parce qu'il faut parler, oui. Voilà. Deuxièmement, je pense que peut-être les frais de scolarité. Les Kinois vous suivent. Quand vous parlez des concours, quels sont les tests organisés? Il y a dictée, il y a interview ou bien comment? Ok. Par rapport au concours, nous sommes bon, d'abord, nous sommes dans une formation scientifique. Ok. Okay? Donc, ce sont les sciences, nous dispensons les sciences nautiques. Alors, les sciences nautiques, ce sont des sciences, c'est les mathématiques, la physique et le reste. Donc, la préférence au concours, ce sont des élèves qui ont fait les maths, la physique, et puis la technique. Parce que nous avons deux cycles. Il y a aussi technique commerciale. Nous avons deux cycles. Tel que moi, je fais la technique commerciale. Quand vous me parlez de la physique, mais ça va m'embrouiller. Effectivement, en fait, quand on parle de la technique, c'est l'électricité, c'est la construction, effectivement, c'est dans ce sens. Dans ce sens. Ce qui fait que, effectivement, au départ, en première année, il y a beaucoup, quand on n'avait pas encore de concours, il y avait beaucoup qui venaient, mais qui restaient en chemin, parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'il fallait vraiment avoir des connaissances en mathématiques, en physique et puis en technique. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais je crois que par rapport à la question que vous m'avez posée, donc le premier problème, peut-être que quand on a ouvert le concours et que l'admission est devenue un peu peut-être compliquée, deuxième chose, c'est les moyens. Parce que les frais de scolarité coûtaient. Voilà, les frais de scolarité ici sont à $980 par année. Nous sommes dans la formation professionnelle, madame. Nous sommes dans la formation professionnelle et la formation professionnelle, elle coûte beaucoup d'argent. Et en réalité, ce n'est pas $980 que nous dépensons par élève. Nous sommes à près de $3000 de dépenses annuelles par élève ici. Donc $980, c'est l'apport de l'étudiant et le reste devrait peut-être être pris en charge par les États normalement, par rapport à notre budget. Ce qui fait que aujourd'hui, beaucoup, je pense, c'est une des raisons, beaucoup des Congolais RDC ont peut-être un manque de moyens. Pas seulement Congo RDC, c'est un peu partout, tous les pays membres de la SICOS. Parce que ceux qui s'en sortent ici viennent avec, les autres étudiants viennent avec un peu de bourses de leurs États. Vous voyez, parce que si c'était leurs parents qui payaient, je pense que normalement le même problème se poserait. Hein. Donc, les manques de moyens, je crois que par manque de moyens, par rapport aux frais de scolarité. Bon. Et les frais, les $980 là, tous les frais sont dedans, home dedans, frais divers dedans. Non, le home, il est à part. Le home, il est à $600 l'année. Ok. Ouais, le home, il est à $600 l'année. Mais par contre, les frais de scolarité, c'est les frais de scolarité. Effectivement, dans les frais de scolarité, il y a beaucoup de choses qui sont comprises hein, dans les frais de scolarité. Maintenant, les homes ici ont la capacité d'accueil de combien d'étudiants? Nous avons une capacité, nous avons une capacité de 120 étudiants. Ah ouais. À notre home. Maintenant, si vous avez plus d'étudiants, vous avez par exemple 200 étudiants logés. L'école s'est épanouie, il y a maintenant beaucoup d'étudiants qui doivent être logés. Maintenant, vous allez faire quoi? Exactement, c'est une bonne question parce que nous avons eu déjà cette difficulté auparavant. Effectivement, nous avons une petite capacité. Nous sommes en train de réfléchir à augmenter cette capacité parce que nous avons l'engouement vraiment des États qui veulent former dans notre établissement. Pour le moment, nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là,
Okay. Sinon, c'est des questions, nous nous questionnons tous les jours. Nous sommes en réflexion avec les États membres de la SICOS pour pouvoir normalement augmenter la capacité d'accueil. Et surtout, comme nous faisons la promotion du genre, nous faisons la promotion du genre. Donc ici, nous avons et les jeunes garçons et les jeunes filles dans la navigation. Donc nous devons construire vraiment un home pour les filles, pour vraiment faire la grande promotion du genre. Donc nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Les États nous écoutent et nous travaillons ensemble pour pouvoir normalement remédier à ces situations. Voilà, M. le DG, et puis d'une manière générale, les transports fluviaux n'est pas vraiment développé en Afrique. Alors, tous ceux qui terminent chez vous font quoi? Ils sont recommandés, casés quelque part, ou bien ils restent comme ça dans la rue? Parce qu'il y a trop de chômeurs, hein, surtout là où vous travaillez. Vraiment, c'est une question très intéressante, Madame Patricia, que j'ai le plaisir de vous répondre, parce que moi-même, je suis un professionnel de la navigation. En réalité, notre domaine, il y a un manque du personnel. Vous êtes sûr? Je suis sûr, puisque j'ai commencé à vous dire que avant de pouvoir commencer à former ici, il y a une étude diagnostique qui a été faite en RDC, dans les États membres, et qui a montré qu'il y avait un grand nombre de personnel navigants formés sur le tas. Et un grand nombre de ce personnel était vieillissant. D'où une des raisons de la création de cet établissement. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment un grand manque du personnel, parce que c'est un métier qui n'est pas tout de suite compris et qui n'amène pas beaucoup d'engouement des gens dans notre métier. Donc il y a vraiment un grand manque dans tous les États, parce que moi je vous parle en tant que navigant, et avec ma petite expérience, dans tous les États, les navigants, on les recherche. Donc, de ce côté-là, je peux vous garantir que pour le moment, tous ceux qui sont formés trouveront du travail. Et puis, il n'y a pas dans notre métier, il n'y a pas que le moment donc aller travailler à bord des bateaux, parce que les débouchés ils sont énormes. Donc, un navigant qui se forme ici, il peut être administrateur fluvial, il peut travailler dans l'administration, il peut travailler dans une entreprise de navigation, il peut travailler dans les sociétés donc il peut être expert en navigation par voie d'eau intérieure. En fait, les débouchés sont énormes. Je reviendrai toujours à moi-même. Je suis une profession de base navigant. Je suis ici comme le responsable de cet établissement, puisque je suis rentré dans l'administration après quelques années de navigation. L'administration avait besoin de moi, de ma profession, en fait, pas moi comme M. Mbadinga, de ma profession. Et puis, je suis rentré dans l'administration et aujourd'hui, je suis administrateur des affaires maritimes. Donc, les débouchés de notre profession sont énormes. Donc, c'est pour vous dire que l'emploi, il y est. C'est maintenant à nous-mêmes de pouvoir aller le chercher. Et je peux encore vous dire que la plupart de nos étudiants formés ici, qui n'ont même pas encore le brevet, parce que nous les attendons pour le premier jury d'État qu'on doit organiser pour pouvoir leur délivrer leur brevet, ils sont déjà employés dans les entreprises où ils ont passé les stages. Et ils sont nombreux les Congolais. Ils sont déjà dans les entreprises en ce moment que je vous parle. Alors qu'il leur manque encore le dernier document qui est le brevet. Donc c'est pour vous dire qu'il y a de l'emploi dans notre domaine. Et monsieur DG, parlons formation. Qui forme les étudiants ici et les matelots là que vous avez cités? Est-ce que les enseignants sont des expatriés, bien des professeurs formés qui sont d'ici ou bien qui viennent de ces 6 États? Merci bien pour la question.
D'abord, pour répondre à votre question, première chose, ce que j'aimerais bien dire, c'est que qui forme un capitaine naval? C'est un capitaine. Ok. Parce que nous sommes dans la formation professionnelle. Okay. Donc, la plupart de nos enseignants, ce sont des professionnels, premièrement. Et nous avons, effectivement, nous n'avons pas que des formateurs professionnels, nous avons aussi puisque nous avons aussi des cours de droit, d'autres cours qui ne sont pas des cours d'option. Nous avons ici des professeurs de renom qui viennent des universités de la place. Okay. Nous avons des professeurs qui viennent de l'IPC, de l'UPN, donc des universités supérieures techniques de la place qui sont nos enseignants ici, qui sont vraiment des enseignants, des professeurs, nous avons même des professeurs. Mais ils sont des enseignants, peut-être il est docteur en droit, il est docteur en économie, mais il n'est pas professionnel dans le domaine des navigations. C'est une préoccupation. Oui, c'est une préoccupation en général, mais pas ici dans notre école, parce que nous recrutons par sélection. Effectivement, nous voyons, quand nous sélectionnons, nous voyons tous ces aspects avant de pouvoir recruter nos enseignants. Laissez-moi vous dire que l'école de navigation, l'école régionale de navigation a parmi les meilleurs enseignants de la place. Et puis, tous nos enseignants sont des Congolais de la RDC. Nous avions auparavant des expatriés qui étaient en fait qui vivaient ici, qui enseignaient dans les universités ici, qui sont partis parce qu'ils ont eu quelque chose chez eux. Mais pour le moment, tous nos enseignants, ce sont des Congolais de la RDC. Et ce sont des bons professionnels et c'est des bons enseignants. Vous me confirmez? Je vous confirme parce que normalement, nous les recueillons ici, nous les avons ici et ils rentrent ici par sélection et nous les sélectionnons pour pouvoir normalement venir enseigner chez nous. Mais c'est déjà comment et quand vous procédez aux inscriptions? Les inscriptions? Oui. Les inscriptions, comme je vous ai dit, se passe d'abord l'entrée ici, l'accès ici est par concours. Donc, chaque année, nous écrivons aux États pour l'ouverture prochaine du concours. Et ensemble avec les États membres de la SICOS, nous organisons ensemble le concours d'entrée. Donc, dans chaque État, le concours il est fait à part. Pour faire le concours, il faut déjà être en ordre avec les frais, ou bien vous payez 10 $ ou bien 20 $ pour faire les tests. Oui, le concours, les frais du concours, il y a des frais du concours, effectivement. Pour passer le concours, il faut des frais parce qu'il y a une commission qui est mise en place. Ça paie Naja combien? Voilà. Les frais du concours, nous sommes dans les 25 $. Okay. 25 $ les frais du concours. Donc, nous organisons le concours donc dans chaque État et nous organisons le concours avec les États qui nous appuient. Et le concours, pour entrer ici, il y a quand même des critères. Okay. Le premier critère pour pouvoir accéder normalement dans une école de navigation est simple et général. Hein? C'est d'abord le critère de nationalité. Donc, premièrement, pour pouvoir venir ici, dans cet établissement, il faut être de nationalité d'un des États. De ces 6 États. De ces 6 États. Donc, vous êtes de nationalité de ces 6 États. De ces 6 États. Voilà. Donc, critères de nationalité. Est-ce qu'on peut avoir les États en question? Parce qu'on nous suit à la maison. Oui. La RDC. Exactement. Donc, effectivement, nous sommes dans une école. L'école appartient à la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sangha, qui est la SICOS. La SICOS est composée de 6 États, dont l'Angola. L'Angola, nous avons le Cameroun, la Centrafrique, la République du Congo, la République démocratique du Congo et puis le Gabon. Donc nous avons, ce sont ces 6 États qui forment notre institution, la SICOS. Donc pour entrer ici, il faut être
ressortissants de ces 6 États. Premier critère d'accessibilité. Voilà. Deuxième critère, c'est après, donc c'est l'âge. L'âge, oui. L'âge est déterminé. Oui, à partir de quel âge pour accéder? Oui, l'âge est déterminé. Donc, critère d'âge. Il faut avoir au minimum 18 ans. Ok. Dès que vous êtes majeur. Voilà, au maximum 24 ans. Ok. Parce donc, de 18 à 24 ans. 18 à 24 ans. Vous avez l'accès à prendre l'inscription. Oui. Ça, c'est pour les formations initiales. Comme j'ai dit, formation initiale diplômante pour les jeunes. Ok. Parce que nous avons dit que nous avons les formations initiales pour les jeunes et nous avons les formations continues pour les professionnels. Okay. Donc, pour les jeunes, il faut quand même, puisque c'est une profession, il faut quand même être jeune pour rentrer dans la profession. Okay. Donc, on limite l'âge jusqu'à 24 ans. Critères d'âge. Quelqu'un aime le métier, mais il a 30 ans. Il veut accéder. Quelqu'un aime le métier, il a 30 ans, oui, on peut l'accepter si, s'il vient recommandé par une entreprise. Ok, voilà. Une entreprise. Capital. Vous êtes recommandé par exemple, Onatra. Voilà, vous êtes exactement. recommandé. Exactement. Okay. Il vient, effectivement, il a le droit. Il a le droit d'entrer. Donc, critère d'âge, il y a aussi normalement critère d'aptitude physique. Parce que nous sommes une école paramilitaire. Moi, vous voyez, okay. je suis donc vous devenez handicapé ici, mais vous ne pouvez pas entrer handicapé. Vous ne pouvez pas parce que c'est paramilitaire. Okay. Le sport, il est important. Il faut vraiment être apte physiquement okay. pour pouvoir faire notre métier. Parce que nous restons debout pendant 24 heures à bord de bateau, pendant des mois et des mois de navigation. Il faut vraiment être physiquement apte pour pouvoir vraiment faire la navigation. Là, c'est vraiment le métier. Donc vraiment, il faut être apte physiquement pour pouvoir entrer physiquement. Et puis aussi, il y a aussi le problème de vue. Donc si vous portez les verres, les loupes ici aussi, normalement c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut être capable de pouvoir voir les autres bateaux qui viennent en face de vous, quel que soit l'état, le temps, quelle que soit la visibilité, vous devez être capable de voir au moins à 3 mètres de votre bateau. Donc vous devez avoir une bonne vue. Donc l'aptitude physique, c'est un critère très important. Et puis, il faut aussi être de bonne moralité. Surtout ça. Donc, c'est la profession parce que c'est paramilitaire, vous n'allez pas quand même... vous avez eu des antécédents judiciaires. Et voilà, donc il faut vraiment être de bonne moralité pour pouvoir rentrer ici. Et puis, il faut être aussi capable de pouvoir payer votre scolarité. Comme j'ai dit, le mois, c'est $980. Donc, il faut quand même être capable de pouvoir payer aussi votre scolarité. Voilà, en ramasser en gros quelques critères pour l'admissibilité dans cet établissement. Monsieur le DG Messina, déjà, le temps est jaloux. On est presque à la fin. Alors, quel conseil donnerez-vous à cette jeunesse sous-régionale en général et congolais en particulier? Effectivement, notre métier, c'est un métier noble. Comme j'ai dit, la profession de navigant, la profession de capitaine mécanicien naval, qui sont les deux cycles que nous développons ici, capitaine et mécanicien naval, la profession de navigant est une profession vraiment noble avec plusieurs débouchés. Peut-être certains jeunes pensent que naviguer, passer le temps seulement à bord de bateau est peut-être beaucoup stressant. C'est vraiment notre profession est vraiment stressante. Mais il n'y a pas que le bord. On peut travailler dans l'administration après avoir passé sa formation comme capitaine ou mécanicien naval. Donc notre profession ouvre beaucoup de portes et il y a beaucoup de débouchés et il y a du travail. Nous sommes dans la profession.
c'est pas une formation universitaire, c'est une formation professionnelle. On apprend le métier et puis on va exercer le métier. Donc il y a toujours des débouchés, il y a toujours du travail. Donc j'invite vraiment aux jeunes diplômés d'État de vraiment embrasser cette belle profession qui est la profession de navigant. Et aux Congolais particulièrement, Congolais de la RDC, l'école est en RDC. En principe, il devait y avoir un grand nombre de Congolais dans cette école ici. Venez, l'école est ouverte. Venez vous renseigner. Nous avons des professionnels qui vous orienteront parce que vraiment la profession de navigant, c'est l'une des meilleures professions au monde. Je vous dis en connaissance de cause parce que moi-même je suis un navigant. Donc vraiment l'école est ouverte, l'école est en RDC et vraiment vous n'avez pas une raison pour ne pas vous inscrire à l'RFMI. Je vous invite vraiment, tous les Congolais, tous ceux qui sortent de l'école secondaire après leur diplôme d'État, de venir vraiment massivement s'inscrire au concours d'entrée à l'école régionale de formation au métier de la navigation intérieure. Voilà, monsieur le DG. Vraiment, nous sommes très ravis et merci beaucoup pour la disponibilité. Nous pensons que vos portes seront toujours ouvertes pour nous, à un seul objectif d'informer la population par rapport à votre métier. Madame Patricia, madame la journaliste, vraiment c'est moi qui vous remercie. Vous ne savez pas combien de fois votre profession est si importante pour vraiment nous les professionnels et pour tout le monde. Et surtout, normalement, cette école, ce n'est pas une école privée, c'est une école des États. Donc, nous devrons communiquer encore plus. Et vraiment, en vous recevant ici, c'est moi qui vous remercie vivement. Merci beaucoup, madame. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, on est à la fin à l'émission d'aujourd'hui. Nous avons été tellement édifiés par le directeur général de l'école de navigation. Vous-même, vous avez suivi. Pour ceux qui nous ont trouvés à la route, nous avons reçu les DG de l'école de navigation. On a parlé avec lui sur la formation à l'école de navigation. Venez nombreux, l'école est là. Vous aurez la formation et le travail. C'est par là que je finis avec vous. Pour aujourd'hui, restez branchés sur nos antennes. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro. Au revoir. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord.